Comment féminiser les métiers de la tech, c'est le thème de notre débat avec Angélique Gérard, bonjour. Bonjour. La présidente de Women in STEM, et Inès Durand, bonjour. Bonjour. Vous êtes UX designer chez Aive. Tiens, Aive, c'est quoi comme entreprise ? Aive, c'est une entreprise, c'est une plateforme qui permet aux créatifs de pouvoir générer et adapter leurs vidéos pour les mettre sur les différents réseaux sociaux. D'accord. Et votre métier, c'est quoi ? UX designer ou designeuse, d'ailleurs ? Alors, UX designeuse. Et du coup, moi, je m'occupe de l'interface des utilisatrices et j'essaye de faire en sorte de les rendre plus simples et plus accessibles pour tout le monde. STEM, c'est un acronyme anglais. Ça veut dire quoi ? Alors, ça veut dire Science, Technologie, Engineering, Mathematics. Ok. Et donc, Women in STEM, l'objectif, c'est quoi ? Women in STEM Europe, en fait, on a notre raison d'être, qui est de créer les conditions d'une inclusion durable des femmes dans les filières technologiques et scientifiques, afin d'accompagner les mutations économiques et en même temps renforcer notre compétitivité nationale et européenne. Ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que malgré 30 ans d'efforts, notamment politiques sur le sujet, les stats se dégradent de façon dramatique. Il y a une étude de McKinsey, là, pardon de vous interrompre, qui nous dit que la part des femmes dans la tech pourrait tomber sous les 21% d'ici 2027. C'est 22% des effectifs tech en Europe en 2023, et donc on est plutôt sur une tendance baissière. C'est ça il y a une vraie tendance baissière, et c'est très inquiétant. On voit depuis la réforme, depuis 20 ans, en fait, le nombre de femmes ingénieurs diminue. Ce qui est quand même assez incroyable. On a 23% de femmes engagées cette année dans les écoles d'ingé. Donc, ça pose un vrai problème de compétitivité. On se dit également qu'on se prive d'une partie des talents en France. Donc, il y a un sujet économique, démocratique, et au-delà de l'enjeu sociétal, on peut aussi se dire qu'il y a un enjeu humanitaire. C'est une question d'humanité, ce sujet. Parce que le droit des femmes recule dans le monde entier. Les femmes ne sont pas dans les métiers de demain. Et ces métiers de demain sont en train de se décider aujourd'hui. Et donc, l'absence de femmes dans les métiers, en fait, d'avenir, si on n'occupe pas une place aujourd'hui et qu'on stimule pas, qu'on n'ouvre pas le champ des possibles aux jeunes filles, on se rend bien compte, effectivement, que nous ne faisons déjà pas partie de cette quatrième révolution industrielle, et ce sera encore moins le cas dans les années qui viennent. Donc c'est un enjeu majeur pour la France et pour l'Europe. Comment vous êtes devenu UX designer ? Eh bien, c'est une reconversion professionnelle. Avant ça, j'ai été styliste pendant 10 ans et j'ai eu envie d'un nouveau défi. Et c'est une femme qui m'a parlé de l'UX design et qui m'a encouragée à reprendre mes études et à retourner et à aller dans ce secteur. Et du coup, j'ai décidé de repartir à l'école, de me reformer. Et j'ai travaillé dans diverses entreprises pour être chez Aive. Et chez Aive, on a beaucoup de chance. Il y a beaucoup de femmes ? Il y a beaucoup de femmes. On est 50% de femmes. Et pas seulement dans l'administratif. À titre personnel, dans mon équipe, on est sur 5 personnes, on est 3 femmes. Donc c'est une volonté, pardon de vous interrompre, c'est une volonté des dirigeants ou dirigeantes d'ailleurs de l'entreprise. Ils ont été proactifs pour arriver à cette parité ? Je pense qu'ils ont été proactifs surtout dans le sens à laisser la chance à tout le monde et à justement pouvoir encourager ça. Moi, dès les entretiens, on m'a mis très à l'aise sur le fait que je pouvais parler, m'exprimer en tant que femme. Et je pense que c'est très important de laisser sa chance à tout le monde. Parce qu'il y a d'excellents profils. Évidemment, on n'en doute pas. Allez-y. Non, c'est un très bon exemple. Aive est un très bon exemple. Et c'est intéressant de regarder ce qu'ils font parce qu'ils utilisent l'intelligence artificielle. Donc, c'est une entreprise extrêmement innovante. Et en fait, ils ont des politiques volontaristes. Donc, ils sont complètement axés diversité. Et c'est vrai que c'est un très bon exemple en termes de parité pour une entreprise de la tech, une jeune entreprise de la tech. Qu'est-ce que vous attendez des entreprises aujourd'hui ? Parce que peut y avoir, partout évidemment, il ne faut pas faire d'amalgame, mais des réductions des budgets qui sont accordés justement aux enjeux de diversité ou aux enjeux d'inclusion. Alors, c'est un très bon point que vous soulignez, parce qu'on est dans un virage, j'ai envie de le dire comme ça. On a un vent outre-Atlantique qui souffle très fort sur l'Europe, où il n'est plus la diversité, l'inclusion ne sont plus du tout une priorité. Et donc, on voit bien que ça change drastiquement les politiques des entreprises, y compris françaises.
Donc, il n'y a plus pour se conformer à la pression américaine, ce sont des entreprises qui font du business. Absolument, il y a une influence américaine. C'est aussi des entreprises françaises qui se disent c'est peut-être plus nécessaire aujourd'hui, alors qu'on voit bien que c'est plus que nécessaire. 2/3 des emplois à horizon 2030 auront une composante STEM. Et les femmes ne sont que 21% aujourd'hui. Et si rien ne change, ça veut dire que 80% des femmes vont être exclues des emplois d'avenir à horizon 5-10 ans. Donc, on ne peut pas continuer comme ça. Et effectivement, ce qu'on constate, c'est que les entreprises, aujourd'hui, ne priorisent plus et donc il n'y a plus de budget. Et on voit un certain nombre d'associations qui sont en train de mourir actuellement sous le poids, en fait, de cette influence. Donc, c'est un vrai problème. Je vais vous poser la même question à toutes les deux sur les freins. Alors, peut-être les freins que vous ou des collègues ont pu ressentir. Il y a des freins culturels, des freins éducatifs. Comment vous l'expliquez ? On veut chercher à les lever le plus vite possible. Je pense qu'il y a quand même un frein au niveau de la formation. Il y a beaucoup de personnes qui vont avoir du mal à trouver des formations qui sont adéquates. Mais je pense que s'il y a un manque de représentation, et je pense que c'est important, le travail d'Angélique qui participe grandement, à montrer que c'est possible pour les femmes d'être dans la tech et de pouvoir prendre ses places. Il faut des rôles modèles. Évidemment. Après, je vois qu'aujourd'hui, même si évidemment les femmes, c'est difficile pour elles, il y a quand même une petite lueur d'espoir. J'ai ma filleule, par exemple, qui est au collège et qui a des cours de code. Donc c'est sûr que quand, depuis toute jeune, on t'incite à apprendre ces choses-là, c'est plus facile de pouvoir t'imaginer là-dedans. Moi, quand j'ai fait mes études, l'UX design, ça n'existait pas. Donc c'est des parcours de reconversion, des parcours un peu différents et atypiques, qui sont mis en valeur chez Ave, on a beaucoup de chance, mais qui doivent être mis en valeur au-delà de Ave dans d'autres entreprises. Donc l'importance de l'éducation, on peut peut-être insister oui, c'est majeur et il faudrait qu'on puisse réformer effectivement les politiques éducatives pour aller détruire les biais à la racine. Les stéréotypes de genre sont extrêmement importants. Ils sont encore présents. Ils sont extrêmement présents, on le voit bien dans l'orientation des filles. Consciemment ou inconsciemment, quoi, parfois. Oui, c'est maladroit. Même dans l'éducation, les parents ont une responsabilité à jouer. C'est un conditionnement séculaire. On essaye de bien faire quand on est parent, évidemment, mais on reproduit l'éducation très souvent que l'on a reçue. Moi, je suis maman et très souvent, je me suis tapée sur la main en me disant « Mais toi, t'es féministe. Comment tu peux interdire ça à ta fille ?» Tu viens de dire ça. Mais bien sûr, comment c'est possible ? Et donc, c'est pareil pour les papas. C'est beaucoup de maladresse. Et c'est vrai qu'il faut effectivement déconstruire à la racine. Il faut montrer que la mixité, c'est stratégique. On le sait, vous citiez McKinsey. McKinsey a également publié une stat qui dit que 24%, que quand on a des équipes en fait mixtes, on surperforme de 24% par rapport à des non mixtes. Oui, d'ailleurs, il y a ce chiffre qui nous dit que le manque de mixité dans ces secteurs stratégiques, ça serait une perte. Là, on parle d'économie, de 12 milliards d'euros de richesse potentielle chaque annie. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est un demi-point de PIB au niveau national. Il y a un enjeu économique et stratégique majeur. Je voudrais qu'on termine sur, il nous reste un peu de temps quand même, sur la question de l'intelligence artificielle qui est en train de clairement redéfinir le monde du travail, qui peut aussi reproduire des biais, l'intelligence artificielle. Concrètement, elle les reproduit. Elle les reproduit déjà. Moi, je travaille au quotidien avec l'intelligence artificielle. On forme, d'ailleurs, parmi nos actions, on forme 1000 femmes cette année gratuitement à l'IA, donc des femmes qui sont éloignées du numérique ou en reconversion. Si vous prenez la Harvard Business Review, qui a été la stat de l'année dernière, 45% des algorithmes IA sont biaisés. Donc, il y a la question du genre, il y a la question des origines. Donc, c'est un vrai problème. Moi qui l'utilise au quotidien, j'ai codé directement toutes mes IA. Donc, j'ai vraiment mes prompts par sujet. Elle n'a toujours pas compris que j'étais une femme. Donc, je suis ravie, c'est I. Et régulièrement, je suis obligée de corriger. Donc, j'ai pris l'habitude de corriger. Et j'ai beau redire les choses, maman, 3 enfants, etc., ça passe pas. Donc, on voit qu'effectivement, c'est très ancré. C'est intelligent, une IA, en fait. Il faut jamais oublier ça. Du moins, elle est plus intelligente que nous à date, mais effectivement, elle est extrêmement biaisée. Elle est le reflet de notre société. Elle est notre miroir. Elle ne fait que digérer et répéter ce que des cerveaux humains ont mis en place depuis des exactement. Et c'est la raison pour laquelle il faut une plus grande représentation, notamment, il y a 8% de femmes qui codent des algos en France.
Donc on a besoin effectivement d'avoir cette mixité, de façon à ce que tout le monde puisse être représenté et qu'il y ait de moins en moins de biais. Donc c'est important de dire aux jeunes filles qu'elles ont une place à prendre dans ces métiers, que c'est des métiers d'avenir, qu'elles vont bien gagner leur vie et que dans les STEM, elles vont aussi pouvoir participer à l'énergie, la santé numérique, la cybersécurité, tous ces sujets. Il faut donc plus de jeunes femmes qui codent l'IA générative d'aujourd'hui et de demain. Quoi, tout à fait, c'est essentiel d'avoir des femmes, et même au-delà des femmes, d'avoir plus de diversité dans les IA, parce que sinon, on va se retrouver, comme l'expliquait Angélique, avec des produits qui sont biaisés, et c'est pas possible, parce que l'IA, c'est l'avenir, et on s'en sert tous. Donc il faut aller et tendre vers ça. Je pense que c'est très important. Et le futur se code, se pense et s'invente aujourd'hui. Donc c'est vraiment maintenant qu'il faut y aller. Dernier mot, parce que je voulais en parler. Vous avez mis en place avec Women in STEM Europe un tour de France de l'inclusion. C'est quoi le principe ? En fait, le constat, c'est que les événements sont souvent très parisiens. Avec Léna Touchard, qui est directrice générale de Women in STEM Europe, on est très opérationnel. Et donc on s'est dit, il faut aller dans les territoires, rencontrer les jeunes filles, les institutionnels, les entreprises privées, et donc on a ce tour de France aujourd'hui. On a déjà fait plusieurs grandes villes de France. On passe systématiquement 3 jours. On va dans les collèges, dans les lycées, dans les prépas, dans les IUT. On rencontre en fait les associations locales. On essaye également d'apporter une aide. On fait un énorme event où on fait venir des speakers féminines aujourd'hui de différents secteurs des STEM pour montrer que ces femmes existent. Et puis on fait des interviews. On a un média intergénérationnel également où on met en lumière ces femmes qui font déjà avancer la tech, la recherche et les sciences, notamment sur la base du constat, on ne peut pas rêver de devenir ce que l'on ne voit pas, et donc nous les révélons. Merci beaucoup à toutes les deux et à bientôt, j'espère, sur Be Smart for Change. C'est l'heure du grand entretien de ce Smart Impact. On va être au cœur des enjeux du secteur de l'immobilier avec le président de La Forêt France.